Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup d'être là pour ce webinaire. Après une journée de cabinet, on sait que votre temps est précieux. On va passer environ 45 minutes ensemble. On voulait vous remercier déjà d'avoir répondu à nos questions au moment de votre inscription. Alors, qui êtes-vous ce soir? Vous êtes majoritairement en SEL, dans des structures de 2 à 5 praticiens. Et surtout, plus d'un sur deux nous a dit « tout va bien, mais je veux mieux faire ». Et une partie d'entre vous fait face à une trésorerie qui se tend, on le sait, à une baisse de CA. Donc, vous n'êtes pas vraiment en difficulté, mais vous n'êtes pas non plus totalement serein. Et c'est exactement pour ça qu'on est là ce soir. 3 intervenants avec nous, Jordan de Sidel, Vincent de Doctolib et Alex de Masterdoc, qui vont chacun nous apporter leur expertise avec un angle clé, à savoir structurer son cabinet, le booster et le piloter. Une notion importante pour vous, le chat est ouvert. N'hésitez pas à poser toutes vos questions quand vous le souhaitez, on y répondra avec plaisir. C'est le petit onglet qui se trouve en bas à droite de votre écran avec écrit chat. Sans plus attendre, on démarre. Jordan, je te laisse la parole. Écoute, merci Juliette, et puis on est ravis d'intervenir évidemment avec Masterdoc et Doctolib ce soir. Je vais essayer de résumer des heures de formation en 10 minutes. Ça va être un exercice pas évident. Pour ceux qui nous connaissent, on est Sidel, donc le family office des professionnels de santé qu'on accompagne de l'installation jusqu'à l'arrêt d'activité sur tous les enjeux juridiques, fiscaux, patrimoniaux, avec un angle d'approche à 180 degrés du pro au perso. Mais avant de démarrer la petite formation, on voulait vous poser une question. Et donc, je vais laisser Juliette vous poser la question, savoir aujourd'hui comment vous êtes structuré, parce que quand on parle de développer son cabinet, optimiser sa situation, on parle souvent de structuration juridique, d'impôt sur le revenu, de charges sociales. C'est souvent une nébuleuse pour vous. Et évidemment, on parle aussi d'objectifs, de projets. Et donc, il faut creuser ensemble tous ces projets, ces besoins, ces objectifs pour définir une stratégie claire, que ce soit juridique, qu'elle soit fiscale, au niveau pro, mais également au niveau perso. Du coup, on est également conférencier formateur, puisqu'on intervient auprès de nombreuses associations médicales pour donner le mode d'emploi de la gestion de son patrimoine au sens large du terme, comme je disais, autant pro que perso. Et lorsque l'on démarre son activité libérale, eh bien, on a souvent le choix entre l'entreprise individuelle au niveau du statut et la SEL. Et on choisit souvent l'entreprise individuelle en BNC. Je voulais revenir sur la manière dont ça fonctionne. On est en BNC, entreprise individuelle. On encaisse l'intégralité de ses honoraires sur son compte pro. On gère toutes les charges d'exploitation que l'on déduit également, mais on va payer des charges sociales, URSSAF et Carchidan, qu'on ne va pas pouvoir maîtriser, puisqu'elles vont dépendre des recettes et elles vont également dépendre des charges qui vont être passées dans le BNC. Et sur ce montant de bénéfices, je vais payer un impôt sur le revenu qui va être marginal en fonction de son foyer. Et on va également payer des charges sociales URSSAF et Carchidan. Et en fait, la moyenne de la pression fiscale et sociale représente quasiment 60 ou 70% d'impôts au global. Et on va souffrir en fait de cette situation. C'est pour ça que dans certains cas, on va choisir de passer en société. Et donc, pourquoi la société? Parce que la société nous permet d'avoir accès à un nouvel impôt qui est l'impôt sur les sociétés, qui est le seul impôt qui baisse en France et maintenant depuis quelques années. En contrepartie, l'impôt sur le revenu et les charges sociales augmentent. On connaît la dette de la France et on sait l'état dans lequel est les caisses au global. Et donc, on sait que l'État a besoin d'argent, mais elle a également besoin d'attirer des capitaux, des entreprises. Donc, elle baisse l'IS pour attirer les entreprises et elle impacte cette baisse-là par une hausse des charges sociales. Donc, la SEL, contrairement au BNC qui nous fait subir une fiscalité, eh bien, la SEL nous permet d'encaisser l'intégralité du chiffre d'affaires, de payer les mêmes charges d'exploitation. On parle évidemment prothèses consommables, son assistante, ses leasings, son loyer, et de pouvoir choisir sa rémunération. Et on a entendu parler en 2024 d'une évolution de la rémunération des associés de SEL en pensant que c'est plus intéressant d'être en SEL puisque on devait déclarer la rémunération en BNC. C'est absolument pas vrai. La seule chose qui a changé en 2024, c'est l'obligation pour ceux qui se rémunèrent de la SEL de déclarer ses revenus dans la catégorie BNC. Donc, c'est plus un statut entreprise individuelle, mais c'est la même 2035 qu'il va falloir refaire quand on est en SEL uniquement pour déclarer sa rémunération qui va être choisie et qui n'est plus subie. Et donc, l'objectif est de prendre la rémunération dont on a besoin pour assurer les charges de son train de vie. Et sur cette rémunération qui va être calculée
en fonction de tous les virements que vous allez faire depuis le compte de la selle vers votre compte perso. Il n'y a pas de fiche de paye, on n'est pas salarié, on reste toujours assujetti à l'URSSAF et à la Carchidan. Eh bien, je vais payer de l'impôt et de l'URSSAF et de la Carchidan sur la base de la rémunération que je subis. Et tout ce dont je n'ai pas eu besoin en fonction de ma stratégie patrimoniale, de mon train de vie et de mon besoin en train de vie, je vais pouvoir le laisser dans ma société d'exercice libéral. Cette trésorerie ne subira que l'impôt sur les sociétés, qui est le seul impôt qui baisse, on vient de le dire, avec 15% d'impôt plus 25 au-delà d'un certain seuil. Et on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de cette trésorerie excédentaire. Et donc, l'objectif, c'est de dire comment je fais pour devenir un chirurgien-dentiste entrepreneur et utiliser la trésorerie de cette selle-là pour me développer, pour capitaliser et pour même parfois, du coup, acquérir de nouveaux cabinets pour ceux qui souhaitent s'étendre à de nouveaux horizons professionnels. Et donc, cette trésorerie-là professionnelle qui n'aura pas subi l'impôt, l'URSSAF et la Carchidan, donc c'est 2 fois plus de trésorerie que si jamais je prends l'argent dans ma poche. Dans ma selle, j'ai un objet social qui est assez clair, c'est la pratique de la chirurgie dentaire. Je n'ai pas la possibilité de pouvoir gérer ma trésorerie, même mon banquier me le dit, écoute, je peux t'ouvrir un compte à terme, mais on ne peut rien faire d'autre. Eh bien, je suis un peu frustré de cette situation et je me demande quelle est la capacité de pouvoir utiliser cette trésorerie pour me développer patrimonialement. Et je me permets juste de pouvoir vous rappeler la manière dont fonctionne aujourd'hui la fiscalité en France avec les tranches marginales d'imposition et donc l'impôt sur le revenu qui augmente évidemment en fonction des revenus qui augmentent également. Donc on voit ici que plus je prends de revenus, plus j'ai de rémunération, plus mon impôt augmente avec mes tranches marginales qui, en fonction des montants, sont de plus en plus importants. Et parfois, on a l'impression de dire, j'ai l'impression d'avoir travaillé un tout petit peu plus, d'avoir payé beaucoup plus d'impôts. C'est une raison simple, c'est parce que j'ai passé une tranche marginale. J'ai pris un petit exemple rapide pour celui qui est en BNC versus SEL. Lorsque je suis, j'ai pris un chiffre d'affaires de 450 000 € pour un chirurgien-dentiste qui est seul et un BNC de 230. Alors, comment on arrive à ces chiffres-là? Parce que c'est extraordinaire. On a réussi à augmenter notre chiffre d'affaires grâce à Doctolib. On a pu optimiser son agenda et donc avoir un chiffre d'affaires sympa. Et on a des charges qui sont optimisées avec MasterDoc puisque on a pu identifier les postes de charge importants et on s'est dit, ma prothèse consommable, ma masse salariale est un petit peu importante. Et donc, on voit qu'on a une rentabilité de cette activité quand même super bonne. Malheureusement, quand je suis en BNC, je subis le montant de mon BNC de la différence entre mes recettes et mes charges. Et ce BNC-là, malheureusement, subit l'impôt sur le revenu. Et lorsque je suis à 230 000 € de revenu global, je dépasse la tranche marginale à 30% et je suis en plein à la tranche à 41%, puisque la frontière à ne pas dépasser, attention dans vos rémunérations pour ceux qui sont en selle, c'est de ne pas dépasser la tranche à 30%. Et elle, quand on est un couple marié ou pacsé, c'est 170 000 € de revenu global. Au-delà, je paye de l'impôt à 41%. Donc là, on voit qu'on l'a subi de plein fouet par mode BNC. Alors que si j'étais en selle, grâce au pilotage de ma rémunération, je vais pouvoir me prendre, parce que mon besoin en train de vie est de 150 000 € annuels, je vais diminuer ma rémunération, donc je vais passer une tranche en dessous et je serai à la tranche à 30, et je vais pouvoir du coup diminuer mon impôt qui va passer de 64 à 28. L'argent que je n'ai pas pris dans ma poche, il va rester dans ma société, et de cette société-là, je vais me poser la question de savoir ce que je peux faire de cette trésorerie excédentaire. Et donc, tout l'objectif de notre accompagnement, c'est de pouvoir vous aider à structurer juridiquement vos sociétés et de pouvoir donner du sens au développement de cette trésorerie-là. Dans la selle, on ne peut rien faire. L'objet social est clair, il est restreint. En revanche, dans la holding SPFPL, qui est la société qui pourrait être au-dessus de votre selle, qui va nous permettre de pouvoir bénéficier de plusieurs leviers, la holding, c'est pour ça qu'on en parle souvent. Un, de pouvoir récupérer du cash à titre perso en faisant une cession de mes parts de selle à ma SPFPL si on a besoin de trésorerie personnelle pour un montant important, c'est un levier de développement personnel. Deux, de pouvoir remonter la trésorerie de ma selle excédentaire, parce qu'il y en a beaucoup qui ont de la trésorerie qui se disent qu'est-ce que je peux en faire. Et dans ma SPFPL, depuis l'ordonnance de 2023, dans une manière de rédiger l'objet social de ma SPFPL, je vais pouvoir intégrer la possibilité de gérer la trésorerie du groupe sur différents supports d'investissement. Ça peut être du private equity, des produits structurés et de pouvoir avoir une stratégie patrimoniale en accord avec ma stratégie perso pour utiliser cette trésorerie, la faire fructifier et de la trésorerie qui n'a pas subi l'impôt l'URSSAF. Donc, c'est 2 fois plus de trésor dans ma boîte que si j'avais tiré l'argent à titre perso pour remplir une assurance vie ou pour faire de l'investissement locatif à titre perso.
dans lequel j'ai besoin d'argent personnel et donc du coup je passe par la moulinette impôt URSSAF Karchidan et 60% de fiscalité. Et donc l'objectif c'est de pouvoir faire un point sur vos projets, vos besoins à moyen long terme et surtout de pouvoir les faire évoluer. Et vos experts comptables malheureusement sont parfois pas vos conseils. Vous êtes frustré de cette situation parce que votre expert comptable n'a parfois pas les outils, parfois pas la spécialité, ne connaît pas les contraintes réglementaires, les contraintes ordinales liées à votre profession. Et derrière, cette SPFPL va vous permettre de pouvoir se dire j'ai envie d'investir dans l'immobilier locatif, comment je vais pouvoir le réaliser avec la trésorerie de ma SPFPL excédentaire en mettant en place une micro-holding. Je veux préparer ma retraite, j'ai besoin d'un tableau de bord à horizon 10, 15, 20 ans et je veux pouvoir ralentir dans 15 ans et de pouvoir compter sur 4, 5, 10 000 euros de revenus complémentaires pour pouvoir me permettre de m'arrêter. Comment je structure mon activité pour pouvoir le faire intelligemment. Et quand je suis en BNC ou quand je suis en SEL, on est assez limité dans sa capacité de développement. Et donc, on a deux manières de passer en holding. Soit on apporte les titres de sa SEL à sa holding sans récupérer du cash, mais sans payer la fiscalité. Soit je vends mes parts de ma SEL, moi, praticien, à ma holding SPFPL, je récupère du cash à un coût fiscal qui est encore assez intéressant actuellement, puisqu'on est à 31% sur cette fiscalité, pour récupérer du cash dans notre poche, alors que celui que je produis à travers mon BNC, mon MACEL, c'est l'impôt, l'URSSAF, on l'a vu, Karchidan, qui me coûte 60-70%. Et donc, j'ai un amas de cash intéressant. Et parfois, on va passer en CELAS avant de vendre les parts de sa SEL à sa SPFPL pour éviter les droits d'enregistrement. C'est un autre tips qu'on peut vous donner qui vous permet de pouvoir gagner un peu d'argent sur cette opération. Pas d'inquiétude concernant l'arrêt de la Cour de cassation, puisqu'elle est venue intervenir en 2023 pour un orthodontiste qui a remonté des dividendes de sa SEL à sa SPFPL et s'est distribué des dividendes à titre perso de manière très importante pendant quelques années et a dit ces dividendes de ma SPFPL vers mon compte perso ne sont pas assujettis à URSSAF Karchidan. Erreur. Eh bien, on a eu un retour clair du ministre du Travail et puis une évolution du code de la du code de la loi de finances, loi de financement de la Sécu, qui nous a dit que chaque distribution de dividendes, celle SPFPL, qu'on soit en CELAR, en CELAS ou en SPFPL, SAS, SARL, on a des cotisations sociales sur la distribution de dividendes. Donc, faites attention à la manière dont vous rédigez vos PV. On arrive au mois de juin 2026 dans peu de temps. Avec les distributions, on a souvent des dividendes qui sont assujettis à charges sociales, sauf pour ceux qui ont des capitaux sociaux importants de leur société. Donc, faites attention juste à vos PV d'Assemblée générale. Donc, pour résumer, parce que j'avais pas beaucoup de temps, aujourd'hui, l'idée, c'est de structurer en fonction de ses besoins, ses objectifs, ses projets, mais à travers sa société unipersonnelle ou même à plusieurs, parce qu'on peut être plusieurs dans sa SEL, avoir chacun sa holding SPFPL pour remonter le résultat de la SEL au profit d'une société qui va être sa propre société que je ne partage avec personne. Elle reste vraiment perso, cette structure holding SPFPL. Et ensuite, avec la trésorerie excédentaire, de pouvoir placer sur différents supports, de pouvoir rattacher cette SPFPL à une société patrimoniale dans le but également de transmettre son patrimoine, parce que la holding SPFPL, elle n'est pas transmissible aux enfants qui ne seraient pas chirurgiens dentistes. Donc, on intercale une société civile patrimoniale en dessous le permettant et de rattacher tout son patrimoine perso, que ce soit de l'immobilier ou que ce soit du placement excédentaire, dans cette structuration pour aller plus vite, aller plus fort dans le développement de son patrimoine et donc de pouvoir utiliser son cabinet performant pour simplifier, anticiper et enfin décider. Donc, c'est tout à fait le propos du jour dans le développement de son activité pro, mais toujours avec une relation perso. Ce qui est extrêmement frustrant pour vous, c'est que vous avez souvent des interlocuteurs qui vous conseillent sur la partie perso sans garder le pro. Vous avez des experts comptables qui gardent le pro sans garder la partie perso et personne qui fait les connexions. L'important, c'est d'avoir une stratégie vraiment corrélée entre le pro et le perso. Et donc, Sidel, à travers vos conseils pour ceux qui sont déjà clients, vous aide tout au long de l'année sur vos projets, vous aide à structurer, évidemment, à identifier les manières dont vous pouvez améliorer les leviers de la selle. On regarde grâce en plus à MasterDoc, c'est extraordinaire, ce qui nous permet de pouvoir identifier les marges à améliorer, surtout sur la prothèse consommable. On vous donne notre avis surtout dans cette période de déclaration fiscale, sur la masse salariale, sur le besoin de pouvoir prendre un nouveau fauteuil pour amener un collaborateur, l'impact sur le collaborateur par rapport à une salariée ou une assistante supplémentaire. Donc,
On est là sur la partie pro et également sur la partie perso pour aller du coup jusqu'à la vente du cabinet et la transmission de son patrimoine, qui est un vrai sujet quand on a accumulé du patrimoine pendant des années, anticiper la transmission aux enfants. Donc, cette vision globale, on est à votre dispo et on utilise les outils, évidemment, MasterDoc qui nous permet vraiment de pouvoir être bien plus précis et évidemment Doctolib qu'on adore, qu'on retrouve à chaque fois dans la petite ligne du bilan qui permet vraiment d'optimiser les agendas. Donc, je pense m'arrêter là puisque j'avais 10 minutes. J'ai dépassé de 1 minute ou deux. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, évidemment, d'approfondir ces sujets-là, on est à votre disposition tout au long de l'année. Faites un point, faites un audit, surtout dans cette période de déclaration où l'arbitrage rémunération-dividende est extrêmement important. Dès que vous arrivez à la tranche à 41, à la limite, prenez des dividendes de la SPFPL plutôt que de prendre de la rémunération supplémentaire. C'est trop important. C'est des petits leviers, mais sur 10-15 ans, on a des économies substantielles à réaliser. Voilà. Je m'arrête là. S'il y a des questions, Bénédicte également à disposition et je reste évidemment jusqu'au bout pour répondre aux questions s'il y en a en fin de propos. Merci pour votre écoute. Vous pouvez scanner. Je vais laisser la parole. Est-ce qu'on est bon, Juliette? Impeccable, super. Parfait. Je te laisse la parole, Vincent. J'ai juste les résultats de ta question. Donc, ça m'intéresse alors du coup. Je peux te les soumettre. Alors, je peux vous les soumettre. Donc, 40% des personnes connectées sont structurées en SEL, 33% en BNC et 27% en SEL et SPFPL. Super. C'est assez homogène, hein, c'est fou. Assez homogène. D'accord. Exactement. Et Vincent avait souhaité vous poser aussi une question avant de vous présenter sa partie. Il avait envie de vous demander quel était votre plus grand challenge aujourd'hui dans la gestion de votre cabinet. Et vous avez été, je me permets Vincent du coup de te le présenter, 44% à dire optimiser ma rentabilité, 13% à maintenir une patientèle qualifiée, 13% à structurer ma croissance, et 31 à dire les trois à part égale. Parfait. Merci, je suis ravi d'être là avec vous ce soir. Donc, Doctolib pour booster son cabinet, en effet. On va parler de 3 ambitions pour votre cabinet. Vous êtes souvent, quand on discute avec vous, confronté à 3 challenges clés. Donc, optimiser la rentabilité. En gros, c'est demander à vos assistants dentaires de passer du temps sur des tâches qui comptent et de pouvoir automatiser, déléguer, on va dire, les tâches qui sont redondantes et qui n'apportent pas énormément de valeur ajoutée au cabinet. Maintenir la patientèle qualifiée, c'est aussi mettre en avant vos expertises. On va en parler plus en détail. Et puis attirer les patients et vous faire connaître par rapport à vos expertises. Et puis, c'est travailler sur l'image du cabinet, c'est se renforcer dans le réseau professionnel et développer la confiance des patients. Donc, nous, on a, depuis de nombreuses années, on est à vos côtés et on a aussi développé de nombreuses fonctionnalités justement pour accompagner sur ces enjeux. On va au-delà depuis un petit moment maintenant que du simple, on va dire, agenda et de la simple prise de rendez-vous en ligne. Sur la rentabilité, quand on discute avec vous, ce qui revient souvent, c'est maximiser le taux d'occupation. On veut avoir un fauteuil qui, quand vous êtes présent, vous voulez travailler, vous voulez pas avoir un fauteuil qui n'est pas occupé, donc pas avoir de lapin, et puis passer du temps sur des tâches à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire côté soins, bien sûr, pas le moins possible d'administratif. Et puis, quand vous avez du personnel, on va dire administratif, secrétaire ou assistant dentaire, c'est qu'elle fasse des tâches à haute valeur ajoutée, type relancer pour des devis, des choses comme ça. Donc, nous, on contribue complètement sur ces aspects. Donc, vous connaissez aujourd'hui la prise de rendez-vous en ligne. En gros,
Doctolib aujourd'hui, c'est 50 millions, plus de 50 millions de comptes en France. Vous et moi, on utilise Doctolib pour prendre des rendez-vous. On peut prendre des rendez-vous avec tous les professionnels de santé quasiment. Donc, on prend bien sûr rendez-vous avec son chirurgien dentiste. On peut en gros faire en sorte que tous les rendez-vous qui sont, on va dire, contrôle, détartrage, on peut complètement faire en sorte que ces rendez-vous soient pris aujourd'hui en ligne. Il n'y a aucun problème pour ça. Et ça permet en fait de soulager le cabinet sur les appels, de rendre complètement autonome les patients sur cette prise de rendez-vous. Parallèlement à ça, on a aussi intégré beaucoup l'intelligence artificielle là, ces derniers mois et on a développé des compléments à la prise de rendez-vous en ligne. On a développé un assistant téléphonique qui permet en fait aux patients qui ne seraient pas trop numériques et qui continuent à appeler le cabinet, justement d'avoir une réponse qui est alimentée par l'IA, un assistant téléphonique qui va prendre en fait ces réponses et qui va pouvoir faire, on va dire, des requêtes, puis qui va pouvoir faire des requêtes automatisées. Donc, il peut très bien planifier, annuler, déplacer un rendez-vous. Et il va aussi pouvoir prendre des demandes et les transmettre dans la solution Doctolib. Donc, ça, c'est plutôt, on va dire, des choses qui sont complémentaires à la prise de rendez-vous et on arrive à couvrir, en fait, toute la partie gestion des rendez-vous. On a mis aussi en place depuis un petit moment maintenant une liste d'attente qui permet en fait au patient de s'inscrire au moment où il prend son rendez-vous, de s'inscrire pour dire j'aimerais avoir un rendez-vous plus tôt. Et donc, ce qui va permettre en fait que dès qu'il y a un rendez-vous qui est déplacé ou annulé dans le cabinet, on va rappeler ces patients qui sont sur la liste d'attente et vont pouvoir tout de suite en fait avoir un rendez-vous de proposer plus rapide. Donc, non seulement ça, on va dire que c'est très qualitatif pour les patients, puisqu'ils peuvent obtenir un rendez-vous plus rapidement, mais c'est aussi très intéressant du côté des cabinets, parce que dès qu'il y a un rendez-vous qui est déplacé ou annulé, il y a un remplacement qui va se faire très rapidement. On a aussi la liste d'attente côté cabinet, donc les assistants dentaires peuvent gérer aussi une liste d'attente et c'est le même fonctionnement. Sur les rappels automatiques, et notamment pour faire diminuer les rendez-vous non honorés, on a un gros impact aujourd'hui. On a toute une batterie de rappels qui va se faire aussi dans l'application Doctolib, donc sur les smartphones des patients. Il y a beaucoup de Français qui utilisent l'application Doctolib sur leur smartphone. Donc, on va faire des rappels de rendez-vous au travers de cette application, mais aussi avec des SMS, aussi au travers d'emails de confirmation où on peut partager des informations. Et donc, on a une efficacité très forte sur ces aspects-là. On a mis aussi en place un gestionnaire de tâches, et j'en parlerai juste après, mais en gros, ça permet de remplacer cette to-do list et d'avoir un vrai gestionnaire de tâches complètement intégré à la solution, qui permet en fait de déléguer des tâches à son assistant dentaire, d'avoir un suivi, de pouvoir savoir si tel patient a été rappelé, et donc ou tel fournisseur, de se mettre des tâches à faire, etc. Et donc, ça a vraiment un impact aussi très positif sur le temps gagné, sur cette partie administrative. Maintenir une patientèle qualifiée, on est souvent décrit au tout départ comme on va dire la solution qui permet de développer son cabinet. On est souvent choisi quand on lance son cabinet et qu'on veut développer sa patientèle, on a les praticiens aujourd'hui ont le réflexe Doctolib. Ils se disent ok, ça va me permettre d'avoir une visibilité et de développer ma patientèle. Ce qui est vrai. On a plus de 110 millions de visites par mois sur le site, donc il y a une habitude aujourd'hui
des patients à aller sur le site pour prendre des rendez-vous et trouver des praticiens. On est moins connu sur l'aspect, en fait, qui est qu'on peut valoriser vraiment une expertise et qu'on peut arriver à informer et, on va dire, driver les patients dans leur prise de rendez-vous. On a beaucoup travaillé sur ces aspects-là et on peut vraiment, sur le site, arriver à faire en sorte que, par exemple, si je veux n'apparaître que pour une spécialité, si je fais de l'implantologie et je veux avoir que des rendez-vous sur cet aspect-là, je peux bénéficier en gros de la recherche Doctolib et n'apparaître que pour cette spécialité et ne permettre que de la prise de rendez-vous pour cette spécialité. Et donc, on travaille sur des mots-clés, des motifs de consultation et on peut vraiment amener le patient dans un vrai chemin pour arriver à trouver le bon motif, le bon praticien. Et ça, c'est aussi très important pour nous, c'est aussi de pouvoir apporter un service aux patients qualitatif. Il y en a qui vont chercher, je sais pas, un implantologue, et donc c'est important pour nous de pouvoir les driver sur ces bons praticiens. Sur la partie aussi professionnelle, l'agenda, le côté praticien, on a beaucoup travaillé sur les aspects de paramétrage, de spécificité. On a des possibilités qui sont très avancées. On peut par exemple paramétrer le nombre maximal de rendez-vous par motif. Je peux décider de dire, OK, dans cette journée-là, du mardi matin, je veux faire maximum 3 rendez-vous de détartrage. On peut vraiment paramétrer à sa façon. On peut aussi faire beaucoup de filtrage des rendez-vous. Il y a des praticiens qui vont se concentrer seulement sur leurs patients suivis et ils vont peu accepter de nouveaux patients. On peut faire en sorte que la prise de rendez-vous en ligne soit complètement réservée aux patients du cabinet, et ça de manière très fiable. Donc on peut aussi développer des choses de type si j'ai besoin que le patient amène un courrier d'adressage, il peut le donner lors de sa prise de rendez-vous. Et dans votre agenda, dans votre solution Doctolib, vous avez la prise de rendez-vous avec le courrier d'adressage. On peut aussi utiliser des codes qui vont être utiles pour débloquer des prises de rendez-vous spécifiques et ça ne sera pas possible de prendre ce rendez-vous si je n'ai pas le code. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes justement en cas quand on a après un devis et quand on doit revoir les patients. Donc, on peut faire beaucoup de choses qui vont être de l'ordre de partager de l'information et de cadrer en fait cette prise de rendez-vous, comme partager des consignes et échanger des informations autour de la prise en charge du patient. Sur la structuration de la croissance, on a également travaillé sur ces aspects. Donc, c'est voilà, garder le contrôle sur les canaux de communication. On sait qu'il y a beaucoup de canaux de communication. Bien sûr, il peut y avoir le téléphone, mais l'email, parfois il peut y avoir aussi des SMS, il peut y avoir des choses qui sont plus ou moins sécurisées, et on a voulu travailler aussi sur cette solution de tout en un. On a voulu aussi travailler dans un système de coordination. L'idée, c'est on a énormément de soignants qui utilisent Doctolib, donc l'idée aussi, c'est qu'ils puissent collaborer entre eux. Donc, on a mis en place des solutions pour pouvoir travailler en réseau, partager sur des cas patients, partager de l'expertise. On peut partager des documents. On peut adresser des patients à des confrères. Donc, on a vraiment travaillé sur ces aspects avec des fonctionnalités très spécifiques. Par exemple, la messagerie patient aujourd'hui permet vraiment d'avoir un échange
sécurisé au travers d'une messagerie qui ressemble on va dire, à de l'email, sauf que c'est sécurisé, c'est à l'intérieur de Doctolib et ça permet d'avoir des échanges avec les patients, soit sur des devis. Il y a certains de vos confrères qui l'utilisent pour échanger autour des devis, mais aussi par rapport à des questions qui peuvent être sur la prise en charge. Et donc, c'est totalement à votre main et vous pouvez contrôler, vous avez 100% de contrôle de qui peut communiquer avec le cabinet. Vous avez vraiment un contrôle absolu et c'est ça aussi qui rend service aujourd'hui à nos nombreux utilisateurs. Et sur Doctolib Connect, c'est vraiment très qualitatif parce que ça ressemble à un WhatsApp, mais c'est totalement sécurisé. Et ça ressemble à un WhatsApp on va dire, dans le côté fonctionnel et l'usage. Et après, c'est 100% sécurisé. On peut faire énormément de choses et partager sur des cas patients, adresser des patients à des confrères. Et on peut même avoir des créneaux dédiés sur son agenda où il n'y a que les confrères qui peuvent prendre des rendez-vous. Donc, on a vraiment des solutions qui sont très, on va dire, expertes et qui permettent d'avoir un contrôle, de gagner du temps et d'optimiser, on va dire, la gestion du cabinet. Pourquoi Doctolib ? Aujourd'hui, on a des équipes qui sont dédiées, qui vous accompagnent. On a un ROI qui va très vite, on se rend compte rapidement de la rentabilité. On a un support, ça fait des années qu'on est au service des soignants. L'idée, c'est de vraiment vous accompagner quand vous choisissez les solutions Doctolib et de pouvoir en tirer le maximum. Et bien sûr, tout ça dans une sécurité maximale depuis plus de 10 ans. Et si vous le souhaitez, on a une offre webinaire pour les 2 premiers mois d'abonnement, pour ceux qui veulent nous rejoindre. Et puis, on a toute notre équipe qui est là pour vous accompagner et faire du sur-mesure pour votre lancement. Voilà pour moi. Merci Vincent. Je vais passer la parole à Alex alors sur la performance. Avant de commencer, je pense qu'on voulait aussi leur poser une question, Juliette. Oui, c'est fait. Je pense que ça apparaît sur votre écran. Bonsoir tout le monde. Merci encore une fois Jordan et Vincent. Je précise ici juste pour commencer qu'on est client de Doctolib avec nos cabinets depuis 2013, si je ne me trompe pas. Ce n'était pas tout à fait la même boîte à l'époque. Et on est également accompagné par l'équipe de Sidel depuis de nombreuses années. Donc c'est toujours un plaisir en fait de présenter des choses en partenariat avec des gens dont on est nous-mêmes clients et dans lesquels on croit du coup depuis de nombreuses années. Moi, c'est Alex. J'ai cofondé Masterdoc il y a 2 ans et demi avec ma sœur Mirona. Et je vais commencer par répondre en fait à la question qui est Masterdoc. Donc, vous avez structuré votre sell, voire votre holding aussi avec Jordan et l'équipe de Sidel. Vous avez optimisé votre fiscalité au fil du temps avec leur accompagnement. Vous avez boosté votre activité avec tous les super outils que Vincent vient de vous présenter et que Doctolib, je sais, est en train de lancer sur le marché de plus en plus et de plus en plus rapidement pour toujours aider plus les médecins. Maintenant, ma question, c'est comment faites-vous pour piloter votre activité au quotidien? Comment faites-vous pour suivre votre activité? Et c'est là que nous, chez Masterdoc, on va intervenir. Donc, Masterdoc, tout d'abord, c'est une équipe de 16 personnes et une communauté de 500 chirurgiens dentistes qu'on accompagne déjà à ce jour, dont beaucoup des meilleures et plus grandes cliniques et cabinets de France.
Nous sommes également une application qui est née dans un cabinet dentaire. Donc, ma sœur et moi, on a cofondé MasterDoc dans le cabinet dentaire de notre mère ici à Paris. Pour vous dire un tout petit peu plus, donc moi, j'ai grandi pensant que j'allais faire soit chirurgien dentiste comme ma mère, soit neurochirurgien comme mon père. Plutôt que de faire ça, j'ai suivi 5 diplômes différents, 3 en sciences médicales. J'enseigne la science des données pour la santé à Pierre-Marie Curie ici à Paris. Et par contre, j'ai passé ma carrière professionnelle à travailler en finance mathématique à Londres. Au fil du temps, mes parents ont lancé plusieurs cabinets dentaires et plusieurs centres de neurochirurgie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, en fait, ma sœur et moi, on les assistait avec tout ce qui n'était pas clinique. Donc, on faisait de notre mieux pour les assister avec la comptabilité, la fiscalité, la tenue des objectifs, la tenue de tout ce qu'on appelle les métriques du cabinet essentiellement, la visibilité dans le cabinet. Et du coup, en fait, on a découvert à quel point c'était difficile. Je mentionne ici aussi qu'on a suivi beaucoup des séances de coaching et de formation que vous connaissez tous en fait en France. Je pense qu'on les a fait toutes au fil des ans. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, à chaque fois, on nous enseignait une belle théorie, on nous remettait des beaux Excel, on revenait au cabinet et les Excel, en fait, prenaient poussière dans un tiroir de l'ordinateur essentiellement. C'est comme ça qu'on a découvert ce monde, en fait, des cabinets dentaires et aussi des cabinets médicaux de l'autre côté, où, en fait, on a des logiciels métiers. Ensuite, on a l'agenda Doctolib. Ensuite, on a plusieurs comptes bancaires professionnels. Et ensuite, on a l'expert comptable avec son propre outil de travail, son propre logiciel. Et par contre, ce qui nous manquait à nous à chaque fois, en fait, c'était l'outil qui venait du coup se connecter à toutes ces sources de données disparates, les amener dans un seul endroit et nous donner à nous, en fait, la visibilité parfaite sur notre activité et sur nos objectifs dont on avait besoin pour piloter notre cabinet et pour nous situer par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos objectifs au fil du temps, mais aussi par rapport à d'autres cabinets similaires pour savoir si on va bien, si on fait bien et du coup, quelles sont les meilleures pratiques du métier à ce niveau-là. Donc, MasterDoc vraiment est né dans un cabinet dentaire de notre propre frustration, en fait, à ce niveau. Pendant 10 ans, tous les chirurgiens dentistes autour de nous nous disaient « On adore ce que vous avez fait dans vos cabinets. Est-ce que vous ne pouvez pas faire la même chose dans nos cabinets ?» Et il y a 2 ans et demi, on a commencé à productiviser, en fait, donc de créer un produit de zéro, une application, pour justement automatiser tout ce que nous, on faisait à la main dans nos cabinets et pouvoir, en fait, le partager et assister ces autres cabinets qui nous le demandaient depuis quasiment une décennie à ce moment-là aussi. Concrètement, MasterDoc, c'est une application simple et ludique qui vient se connecter à toutes vos sources de données, donc votre logiciel métier, votre Doctolib, vos comptes bancaires professionnels, votre Amex, si vous en avez une, bientôt votre logiciel comptable aussi, amène toutes ces données dans un seul endroit et vous les agrège, les analyse de manière pertinente, crée des visualisations simples et vous permet à vous, en fait, d'avoir une vue parfaite et immédiate, en fait, en un clic, comme on dit, et surtout sans aucun travail de la part de vos équipes sur tout ce qui se passe dans votre cabinet. Du coup, ça vous permet de vous concentrer sur la prise de décision, sur la stratégie du cabinet, sur la lecture des chiffres, que ce soit seul ou que ce soit accompagné par votre expert comptable, par des équipes comme celle de Jordan, par exemple, ou par votre coach de cabinet, si vous en avez un ou une également. À ce niveau, ce qui est bien, ce qui est chouette par contre, c'est que toutes les réponses dont vous avez besoin sont déjà dans votre cabinet, elles sont déjà dans vos données, c'est juste qu'en fait, elles sont dans des silos qui ne communiquent pas toujours de la manière dont ils devraient communiquer. Et c'est là que nous, on vient en fait vous assister. Je fais un petit aparté ici parce qu'une des choses que j'entends le plus souvent chez les chirurgiens dentistes et les médecins, c'est en fait, moi, je n'ai pas été formé à ça, moi, je ne comprends rien aux chiffres, moi, je n'ai pas été formé au management, à la gestion. Et là, je ne suis pas du tout d'accord, en fait. J'ai côtoyé les médecins depuis que j'avais 3 ans, je pense, et que j'ai commencé à avoir des souvenirs. Et finalement, en fait, vous êtes tous hyper éduqués. Vous faites des métiers hyper difficiles déjà. Vous êtes tous entre Bac plus 6 et Bac plus 15 pour certains d'entre vous. Vous avez tous fait de la statistique. Donc, moi, je ne suis jamais d'accord, en fait, que les médecins ne comprennent pas les données. De manière encore plus curieuse, en fait, quand vous êtes au fauteuil, tout ce que vous faites cliniquement a été développé depuis, je dirais, 150 ans à peu près en fonction des spécialités médicales sur la base de données cliniques, en fait, sur la base d'études cliniques que vous connaissez tous aussi bien que moi. Donc, tout ce que vous faites dans votre activité au fauteuil, en fait, est basé sur les données et sur l'évidence. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand vous vous retournez du coup du fauteuil et que vous allez dans le reste du cabinet, là, on met tout ça de côté, on met la science de côté et tout devient du flou artistique chez beaucoup de cabinets, en fait. Là, on oublie les données, on oublie l'importance, en fait, de l'évidence, des métriques, de mesurer les choses. Et du coup, en fait, on navigue souvent au ressenti plutôt qu'avec des métriques claires. Souvent, on prend des décisions et on n'a aucun feedback, aucun retour dessus jusqu'à ce que c'est trop tard.
Parfois, on ne prend même pas des décisions parce qu'on est dans la panique. En fait, on ne sait pas comment prendre ces décisions et c'est normal. Sans les bonnes métriques, sans la bonne visibilité, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Et du coup, en fait, c'est là qu'on vient vous encourager en fait, à soigner votre cabinet avec la même attention et le même respect que vous soignez vos patients, du coup. Donc, quelques points qu'on va parcourir ensemble, c'est juste des choses que nous, on voit en pratique. Donc, des choses comme la réalité derrière la sensation. Souvent, on vient éclairer des choses pour la première fois dans les cabinets. Donc, on a beaucoup de surprises, en fait, autant positives que parfois négatives aussi, pour être tout à fait franc. Mais par contre, on met la lumière dessus, en fait, pour la première fois, on a cette visibilité. On a aussi établi, du coup, à travers notre expérience, des ratios à ne pas dépasser, en fait, puisqu'on voit quels cabinets vont bien, quels cabinets ne vont pas bien, puisqu'on a toutes les données de ces cabinets. On voit aussi, en fait, comment on peut venir assister avec certaines décisions les plus importantes dans le cycle de vie d'un cabinet dentaire. Est-ce qu'il me faut un fauteuil de plus? Pour qui dans le cabinet? Est-ce que je suis prêt pour un collaborateur ou une collaboratrice également? Et aussi des exemples concrets, en fait, où les repères viennent nous aider dans notre métier de chirurgien dentiste. Ici, pour parler en fait de choses qu'on voit très souvent dans nos rendez-vous de mise en place et au fil du temps, c'est la surprise en fait, parce que de nouveau, on vient mesurer des choses qui n'ont jamais été mesurées auparavant. Donc, par exemple, souvent, on vient nous voir et en tout début de prestation, on nous dit « Moi, mon agenda, il est trop rempli en fait ». Et on vient mesurer, on trouve des taux d'occupation des salles d'à peine 60% en fait. Donc, peut-être que l'agenda semble rempli, mais les salles de soins sont loin d'être remplies de l'autre côté. Autre chose qu'on voit très souvent, c'est cette impression qu'en fait, tous les praticiens du cabinet sont surchargés, que tout le monde travaille déjà trop, et on vient découvrir en fait un taux de productivité qui est d'à peine 80% en fait. Donc, un taux où on est au fauteuil, disons 8 heures sur 10, mais par contre 2 heures sur 10, on n'est pas au fauteuil. Et comme vous le savez tous très bien, c'est seulement quand le praticien ou la praticienne est au fauteuil que vous produisez en fait. Idéalement, l'idée c'est d'être au fauteuil autant que possible pendant que vous êtes au cabinet et que le cabinet tourne sans vous en fait pendant que vous produisez au fauteuil. Autre chose qu'on voit souvent, c'est l'impression que le reste des équipes sont surchargées en fait. Et là, on vient mesurer des choses comme ce que nous on appelle les bras croisés par exemple. On vient délimiter les heures lapins là-dedans aussi. Et là, ici, surtout dans les grandes villes, on peut trouver des dizaines d'heures lapins par an. Et une fois qu'on vient chiffrer ça, on réalise qu'on peut perdre des milliers, voire dans certains cas des dizaines de milliers d'euros par an, juste à cause des heures lapins. Donc, des actions évidentes, des choses qu'une fois qu'on mesure, on commence à comprendre en fait l'envergure du problème. Et là, ça devient évident qu'on doit mettre des choses en place. Par contre, avant de le mesurer et d'avoir cette visibilité, forcément, on ne se rend pas nécessairement compte du problème que ça représente. Les repères, en fait, donc de nouveau, ce qui se passe, moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux universitaires à travers mes études et par la suite à travers la recherche. Et dans les hôpitaux universitaires, en fait, on est toujours en équipe. Il y a toujours des réunions de staff, essentiellement. On avait des réunions de staff de 20 personnes à la Pitié-Salpêtrière où tout le monde partageait, en fait, tout le monde regardait les mêmes dossiers, tout le monde décidait ensemble. Dans le cabinet dentaire, c'est très différent. On est souvent seul. C'est peut-être le métier médical ou un des métiers médicaux où on est le plus seul. Du coup, en fait, on n'a pas non plus ce retour en fait, de l'équipe autour de nous. On est seul au fauteuil, parfois on est seul même dans le cabinet, et du coup, on ne se rend pas nécessairement compte de quelles sont les meilleures pratiques du métier, comment elles évoluent au fil du temps. Donc, nous, on vient également, en agrégeant les données et en faisant des moyennes et des statistiques, on vient éclairer ceci aussi. Donc, à titre indicatif ici, on voit des choses, comme vous le voyez, qui vont de 1 à 4 en fait, en termes de ratio, en termes de personnel et charges sociales, en termes de consommables, implants et prothèses, ou encore en termes de local et plateau technique. Donc, on voit des cabinets où on est à 8% et on voit d'autres cabinets très similaires où on est à 24% en fait. Donc, nous, on a établi des objectifs par rapport à ces métriques, donc des objectifs à idéalement ne pas dépasser, ou si on les dépasse, ça doit être de manière consciente en fait, évolue. Et ça nous permet en fait de garder une marge très favorable et du coup de pouvoir travailler avec Jordan et son équipe pour l'optimiser et pour la fructifier. On voit essentiellement des cabinets où une salle de soins a été équipée de manière complète à 63 000 €, un autre cabinet où le praticien ou la praticienne a décidé d'équiper une salle de soins similaire à 136 000 €. Forcément, quand on fait ce type de choix, ça vient impacter notre marge, pas juste initialement, mais au fil du temps aussi, en ajoutant des coûts fixes dans le cabinet qu'on devra en fait supporter au fil du temps. Donc, l'idée pour nous, en fait, c'est de mesurer ces choses et aussi également de vous dire, en fait, où il devrait être de manière idéale si vous voulez, en fait, garder une marge saine.
Des cas concrets, en fait, on vient également assister. Donc, pourquoi ça ne sert à rien, en fait, de parler de métriques ou de mesures ou d'outils pour ces choses si en fait, ça ne nous aide pas concrètement dans le quotidien. Et c'est là qu'on a plein de cas où on vient assister les cabinets. Un des cas les plus simples, en fait, c'est cette question qu'on se pose souvent sur les collaborateurs. Est-ce que je suis prêt à ajouter une personne à mon équipe? Et là, en fait, on vient établir des règles très simples avec les cabinets. La première tourne autour du taux d'occupation, en fait. Donc, on vous conseille de manière très concrète, si votre taux d'occupation réel n'est pas supérieur à 80% depuis au moins 6 mois de manière consécutive et fiable, alors attendez encore, vous n'êtes pas nécessairement prêt. On vient également regarder le point mort, en fait, dans le prévisionnel. Donc, une fois que cette nouvelle personne s'ajoute à l'équipe, est-ce que les charges fixes, du coup, qui viennent d'augmenter du cabinet, sont couvertes dès le premier mois? Ou bien est-ce que j'aurais besoin de trésorerie, chose que je dois savoir en amont pour ne pas me retrouver en difficulté une fois que c'est le cas, chose qu'on voit dans pas mal de cabinets aussi. Autre question qu'on va aller regarder, en fait, c'est quel va être le taux d'occupation initial de cette nouvelle personne au cabinet. Si cette nouvelle personne vient avec sa patientèle, génial. Si on sait déjà qu'on a trop de patientèle, on n'arrive pas à soigner tous les patients du cabinet, génial que cette nouvelle personne rejoigne le cabinet. Mais par contre, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on ajoute une personne et on n'arrive pas du tout, en fait, à remplir l'agenda et ça commence à dégrader la performance de tout le cabinet. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important, en fait, de penser à ces choses, d'avoir ces réponses à portée de main avant de prendre la décision d'ajouter cette personne à l'équipe. Un autre piège, c'est de mal dimensionner son point mort. Donc là, je vous avoue qu'on a nous-mêmes été coupables dans le passé de ça au cabinet. Ici, on vous conseille de prendre trois choses en compte. La première, c'est le remboursement de l'investissement initial du cabinet. Donc ça, comme vous le savez tous, c'est surtout les murs et les travaux du cabinet. Ensuite, les autres charges fixes du cabinet, donc les assurances, les salaires, les charges sociales. Et ensuite, bien entendu, la rémunération dont vous avez besoin. L'idée ici, c'est de rester en dehors de la zone de danger où en fait les charges viennent augmenter, viennent dépasser essentiellement les revenus que vous allez générer au moins les premiers 6 mois, la première année. Et du coup, vous allez vous retrouver avec un trou de trésorerie au cabinet que vous allez devoir couvrir d'une manière ou d'une autre. Nous, pour la petite histoire, on a lancé notre deuxième cabinet dentaire avec 3 salles entièrement équipées, voire suréquipées, si je me le permets, en février 2020. Donc, autant vous dire qu'on a passé un bon Covid par la suite. Autre piège à éviter, et c'est aussi de nouveau l'importance de regarder ces choses, de les mesurer en fait, c'est la reprise d'une patientèle. Donc, une patientèle n'est pas la même qu'une autre. Quand on vient reprendre un cabinet, c'est hyper important d'analyser la patientèle qu'on vient acquérir. Moi, de nouveau, venant du monde de la finance, ça, c'est des choses qu'on faisait absolument tout le temps. On mesurait tout ce qu'on pouvait, on essayait d'éliminer l'incertitude autant que le pouvait. Et pourtant, souvent, on voit les gens en fait faire des rachats de cabinets de patientèle similaires sans regarder, entre guillemets, les nuances de ces deux patientèles, en fait. Des choses évidentes comme la distribution de l'âge des patients, des choses comme le pourcentage des patients actifs dans cette patientèle qu'on vient racheter. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans MasterDoc. L'idée pour nous, c'est toujours en fait de vérifier tôt et surtout d'éviter les mauvaises surprises que nous-mêmes, on a expérimentées au fil du temps dans nos cabinets. Donc, on en a eu dans le passé et l'idée, c'était justement d'arrêter d'en avoir grâce à des outils comme MasterDoc et les Excel qu'on tenait avant MasterDoc. Ce que vous voyez ici, c'est la nouvelle page d'accueil qu'on va déployer chez MasterDoc, en fait, et justement, on appelle ça, nous, le check-up de santé, mais du cabinet plutôt que des patients cette fois-ci. Donc, on voit tout de suite, en fait, comment on se positionne par rapport à ses objectifs. On voit comment chaque jour s'est positionné, est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a fait un peu moins bien qu'on l'espérait, est-ce qu'on a des choses à recouvrir, est-ce que en termes de l'objectif sur l'année, on est plutôt dans les clous pour le moment, on est le 16 avril, est-ce que les 3 mois et demi premiers mois de l'année se sont bien passés ou bien est-ce que cette année n'est pas aussi bonne que l'année dernière et là, du coup, peut-être qu'on a des choses à changer dans les 9 mois qui nous restent. Autre idée fondamentale pour nous, c'est toujours d'anticiper. Donc, plutôt que d'être dans la réactivité, comme beaucoup de cabinets dentaires le sont, par manque d'informations, par manque d'accompagnement également, l'idée, c'est de toujours anticiper essentiellement. Donc, ici, on vient vous montrer, en fait, vous assister à finalement comprendre cette comptabilité du cabinet. L'idée, c'est très simple. Comme les questions que vous posez tous, c'est combien est-ce que j'ai produit ou gagné? Où est-ce que est parti mon argent et du coup, combien il me reste ou il va me rester en fait en fin d'exercice. Donc, nous, on vient vous remettre ces analyses, mais de manière quasiment quotidienne dans certains cas.
Autre chose, c'est comprendre en fait les dépenses et les fuites d'argent. Donc, dans les cabinets dentaires, souvent, on a assez bien la main sur la production, le chiffre d'affaires. C'est en fait au milieu du bilan comptable que ça se complique. C'est où part l'argent du cabinet qui est une grande question et pourquoi il me reste si peu en fin d'année. Une autre sous-question qui vient continuer cette réflexion. Et du coup, en fait, Masterdoc, à travers des centaines d'algorithmes d'apprentissage automatique, donc c'est ce qu'on appelait l'IA avant de l'appeler IA, qu'on a formé depuis 2 ans sur nos données. On vient en fait classifier automatiquement toutes les dépenses des cabinets dentaires dans les bonnes catégories, dans les bonnes postes de dépenses pour vous montrer en fait à tout moment, tous les jours de l'année littéralement, sans aucun travail de votre part, où part l'argent du cabinet, combien est-ce que j'ai dépensé sur mes consommables, combien j'ai dépensé en salaire, combien je me suis rémunéré en fait, combien j'ai dépensé sur un bénéficiaire spécifique. Tout ça, on le retrouve en un clic ici dans l'application. L'idée, bien entendu, ce n'est pas de rester dans l'observation, mais c'est aussi d'aller dans l'action. Et du coup, on est en train, pourquoi nous, en fait, on a bâti toute cette infrastructure depuis 2 ans et demi, c'est pour vous permettre de manière très facile, en fait, d'entreprendre des actions qui vont concrètement venir augmenter vos revenus et où vous assistez à rationaliser, à baisser vos charges et vos frais au cabinet. Un exemple très simple qu'on est en train de lancer en ce moment, c'est l'activation en fait de la patientèle existante. Donc, autant c'est intéressant d'avoir une nouvelle patientèle, c'est aussi intéressant parfois de travailler la patientèle existante et de soigner la patientèle existante. 2 cas d'études classiques en fait dans nos listes de relance. Donc, ici, on vient vous aider à filtrer tout ce qui peut vous intéresser essentiellement, les impayés, les devis en attente, les traitements en cours, de manière hyper détaillée en fait. Donc, à quelle étape du traitement en cours est le patient, ou bien seulement ce type de devis en attente pour seulement ce type de taux d'acceptation. Et du coup, ça permet en fait à votre équipe administrative à tout moment, de manière hyper fluide, hyper rapide, de venir en fait recouvrir à partir de l'application Masterdoc vos impayés ou bien venir remplir vos trous d'agenda avec les plans de traitement qui sont en attente avec les devis qui sont en attente de confirmation et que du coup, on vient confirmer. Et tout ça, on peut le faire directement de l'application Masterdoc de manière hyper facile. Et du coup, ça assiste vos équipes administratives à gagner entre quelques heures et une demi-journée par semaine dans certains cas. Comment avoir ses propres réponses dès aujourd'hui? Bien entendu, c'est sympa de parler en fait de manière générale. Maintenant, chaque cabinet est unique, chaque praticien est unique, chaque manière de s'organiser est unique. Et c'est pour ça aussi qu'on vient s'adapter à chaque cabinet et qu'on a fait tout ce travail qui nous permet du coup de venir envelopper le cabinet de cette couche Masterdoc qui permet à vous et aux personnes qui vous accompagnent, dans certains cas, d'avoir toutes ces informations à tout moment, mais paramétrées pour vous en fait et bien entendu basées sur votre expérience et votre cabinet. Je serais ravi, bien entendu, de parler avec vous à tout moment. Je mentionne ici, comme le dit très bien Juliette, qu'on est ravi d'offrir le premier mois d'abonnement dans le cadre de ce webinaire avec nos partenaires et toute notre équipe se tient à votre disposition à tout moment. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci Alex. Si je peux juste ajouter un mot par rapport si tu veux en parler du baromètre qu'on a réalisé au sein de nos utilisateurs. Donc, on a posé la question, quelle est la différence de CA annuel entre un cabinet dans la moyenne et un cabinet top 25 ? Eh bien, presque 80% des gens ont eu la bonne réponse, c'est-à-dire plus 67 000 €. Merci beaucoup, Juliette. Merci beaucoup. Merci à Jordan, merci à Vincent, merci à Alex. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais on peut encore rester connecté quelques minutes pour ceux qui en ont. Sinon, dans le chat, vous avez tous les liens de Sidel, de Doctolib ou de Masterdoc pour pouvoir prendre rendez-vous. Donc, n'hésitez pas. Merci encore pour votre présence. Vous allez avoir le replay en email. N'hésitez pas à le partager si ça vous a intéressé, si vous pensez que ça peut intéresser aussi vos confrères. Voilà, vous allez le recevoir dans la soirée. Je ne pense pas qu'il y ait de questions. Julien est en train de taper. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. Merci à tous. Merci à Merci à tout le monde. Merci à tous. Bye. Bonne soirée.